Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 hacks les plus connus, les plus célèbres, et peut-être voilà, des moins célèbres, mais des hacks vraiment pertinents et vraiment puissants. Donc avant ça, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton, le i comme info en haut de cette vidéo, dans le lien de la description, pour obtenir le cadeau gratuit que j'offre aux personnes qui viennent sur mon site. Et c'est une formation gratuite qui vous permettra d'être un meilleur growth hacker, voilà, qui apprendra sur différents aspects. Donc vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est juste dans la description, ou sur le i comme info en haut à gauche de cette vidéo, en haut à droite, je sais plus, enfin bref, là-haut. Sur le i comme info en haut de cette vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, les 10 hacks les plus connus, les plus puissants, les plus pertinents. Alors vous verrez, enfin il y en a qui sont vraiment connus, que vous avez sûrement déjà entendu, certainement déjà entendu parler. Et le dernier, donc c'est un hack qui concerne la société LogMeIn. Donc c'est un hack qui m'a été présenté et décrit par Chenelis quand je travaillais avec lui. Et donc, voilà, vous l'avez sûrement jamais entendu, probablement. Et comment dire, il est vraiment intéressant à plusieurs égards, donc je vous en parlerai à la toute fin de cette vidéo. Donc, le premier hack, finalement, ça va être le premier hack le plus connu, c'est celui d'Hotmail. Hotmail, donc c'est un logiciel de messagerie, voilà, comme Gmail aujourd'hui. Donc voilà, comment dire, au début de l'Internet, comment dire, voilà, un des premiers fournisseurs d'email, ça a été Hotmail. Parce qu'avant, voilà, pour avoir une adresse email gratuite, c'était compliqué, c'était pas possible. Donc ils ont créé ce service, et voilà, leur objectif, c'était de faire de la pub sur des panneaux publicitaires, etc., pour obtenir de la croissance. Ça marchait pas, ils pouvaient pas faire ça. Voilà, il y a des conseils par leurs investisseurs, etc. Et ils ont introduit quelque chose de tout bête dans la signature de chaque email qui était envoyé, parce que c'était gratuit, donc ils pouvaient se permettre ça. Dans la signature, était introduit pour chaque email PS, donc post-scriptum en anglais, hein, I love you, donc c'était get your free email address, quelque chose comme ça. Donc obtenez gratuitement votre adresse email chez Hotmail. Et donc ce lien, alors si vous essayez de le faire aujourd'hui, ça marchera beaucoup moins bien, hein, clairement. Mais ce lien à cette époque-là leur a permis de passer de quelques centaines d'inscriptions quelques même dizaines d'inscriptions par jour à plusieurs milliers par jour. Et c'est à l'origine de la grande vague de popularité de Hotmail à cette époque, hein, donc on parle de la fin des années 90, il me semble. Ça a permis comment dire, ça a permis cet essor très rapidement, et c'est ce qui leur a permis d'être achetés plusieurs centaines de millions de dollars par Microsoft quelques années plus tard. Donc ce petit hack, un des plus connus, un des plus anciens, a permis ce résultat incroyable. Donc ça c'est le premier. Je vais passer ensuite à Airbnb. Airbnb, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il y avait deux hacks, enfin il y a eu trois hacks en fait, enfin il n'y en a pas eu que trois d'ailleurs, mais il y en a trois qu'on connaît vraiment. Le premier hack, ça a été c'est une marketplace, donc le premier hack, c'était d'arriver à obtenir des appartements, que des gens viennent sur un site qu'ils ne connaissent pas pour aller poster leur appartement pour que des gens qui ne connaissent pas le louent. Donc c'était pas gagné d'avance. Et pour forcer un peu la main, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été voir tous les gens sur Craigslist qui postaient des appartements à louer. Ils les ont contactés par mail, mais pas directement, en se faisant passer par d'autres personnes, qui leur disaient « Ah bah j'avais vu que vous avez un super appartement à tel endroit, je pense que ça vous plairait énormément, j'ai vu ce site là, Airbnb, où vous pouvez poster votre truc et en gros vous trouverez des gens pour louer votre appartement. » Donc ils ont fait ça à l'échelle, concrètement. Ça a duré un certain temps. Alors c'était la partie la plus borderline de ce qu'ils ont fait, parce que c'était du spam, et que c'était du spam au particulier, enfin bref, c'était quand même pas terrible. Mais ça a été un des éléments clés pour hacker la partie offre de leur plateforme. Et la partie offre de leur plateforme leur a permis d'attirer ensuite des gens pour aller louer effectivement les appartements qui étaient sur ce site-là. Et parce que le trafic naturel c'était pas assez, que le trafic payant c'était compliqué, ce qu'ils ont fait, c'est que voilà, la partie la plus connue, à chaque fois que vous postiez une annonce, donc tous les gens qui avaient été invités à poster leur annonce sur Airbnb, ils avaient une option, en un clic, vous pouviez aller poster directement votre annonce
d'Airbnb sur Craigslist. Et ce qui se passait, c'est que quand vous faisiez ça, il y avait une nouvelle annonce qui a été créée sur Craigslist. Et donc Craigslist, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bon coin nord-américain. Et quand vous faisiez ça, il y avait un lien qui vous renvoyait ensuite, donc l'annonce qui était faite sur Craigslist, il y avait un lien qui était renvoyé vers le site Airbnb, donc le trafic qui venait voir des locations d'appartements sur Craigslist se retrouvait redirigé en cliquant sur ce lien sur le site Airbnb. Donc voilà, ils avaient d'un côté le hack de la demande et de l'offre, et donc ça a permis d'avoir une première traction initiale plutôt forte. Et ensuite, concrètement sur les valeurs clés du produit, quand ils ont introduit les photographies professionnelles, donc ça c'est la troisième partie finalement, ce sera le 11e hack que je vais présenter aujourd'hui, quand ils ont intégré la photographie professionnelle, puisque généralement quand on loue son appartement, on prend les photos soi-même, c'est dégueulasse, c'est moche. Et ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont payé concrètement des photographes professionnels pour aller... Bon, au début, c'était eux-mêmes directement, mais ils ont payé ensuite des photographes pour pouvoir aller prendre des photos dans toutes les villes où ils étaient ouverts, pour pouvoir avoir une présentation qui était bien plus jolie, bien plus propre, et qui faisait que les gens étaient plus enclins à finalement faire une réservation sur Airbnb parce que les appartements étaient jolis, alors que sur Craigslist, de manière générale, les personnes qui postaient leurs annonces là-bas, c'était pas très joli, c'était pas très attractif, donc voilà, on est moins enclin à acheter. Donc c'était vraiment les 3 hacks principaux qui ont permis à Airbnb d'avoir le succès qu'on connaît, hein, et les dizaines de milliards de valorisation qu'ils ont pu atteindre aujourd'hui. Donc ensuite, Dropbox, hack de referral, donc hack sur la partie j'utilise le produit. C'est pareil, il y a encore il y a plusieurs parties, mais la première partie, c'est quand vous utilisez Dropbox et que vous partagez un fichier à quelqu'un, pour que l'autre personne en face puisse utiliser ce fichier-là, elle est obligée de s'inscrire, elle peut accéder au fichier, mais si elle veut vraiment faire ce qu'elle veut avec, il est mieux de s'inscrire, on l'incite à s'inscrire. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire que l'utilisation même du produit, la conception même du produit faisait que ça a aidé à la diffusion du produit, et le hack qui a permis vraiment d'accélérer tout ça, c'est une des choses qui me semble a été faite par Chanalis quand il a travaillé comme responsable de la croissance intérimaire chez Dropbox, c'était de en fait faire en sorte que ce soit comme un jeu. Donc concrètement, vous invitiez vos amis, vous aviez 250 mégas d'espace gratuit en plus. Et ce qui était vraiment bien, c'est vraiment là, et c'est le petit détail, c'est-à-dire que plein de sociétés ont voulu implémenter cette petite chose, mais il y a plein de petits détails que vous des fois vous ratez et qui en fait font toute la différence. Le petit détail qui fait la différence dans le cas de Dropbox, c'est que si vous n'invitez personne et que vous partagez un fichier avec quelqu'un et que cette personne avec qui vous avez partagé le fichier finit par s'inscrire, si elle n'a pas utilisé un lien de parrainage mais qu'elle a simplement utilisé le produit parce que vous l'avez diffusé via le fichier que vous avez partagé, elle recevait quand même le bénéfice, et vous aussi, de l'affiliation et du referral qui était fait à ce moment-là. Et cette petite nuance, hein, c'est-à-dire que vous n'avez rien demandé, vous avez quand même le bénéfice parce que vous avez effectivement fait venir quelqu'un supplémentaire, même s'il n'a pas utilisé le programme d'affiliation à ce moment-là. Cette petite chose-là fait que vous vous retrouviez comme utilisateur à dire « Ah, c'est cool, j'ai eu plus d'espace alors que j'ai rien fait ». Ça va m'inciter à utiliser le programme d'affiliation davantage. Et ça a été un des éléments clés chez eux, c'est-à-dire que ce fait de faire bénéficier l'utilisateur, même s'il a juste utilisé le produit, a fait que ça a créé beaucoup plus d'engagement dans le programme de referral, et que les gens qui avaient simplement partagé des fichiers ont commencé à inviter des personnes. Et c'est là que vous commencez à avoir de la viralité assez forte, et des facteurs K qui deviennent très élevés et qui vous permettent d'obtenir la croissance que Dropbox a obtenue. Donc ça, c'était l'exemple Dropbox. Je vais passer ensuite à YouTube. Donc YouTube, ça va être l'élément principal pour eux, ça va être le fait que quand vous avez une vidéo et que vous vouliez la partager sur un site ou n'importe où, vous aviez un petit lecteur, c'est-à-dire qu'ils avaient intégré un petit JavaScript qui vous permettait d'avoir votre vidéo installée sur d'autres sites. Ça pouvait être sur votre propre forum, ça pouvait être sur votre propre blog, il y avait plein de façons d'intégrer ça. Et ce qui était génial, c'est que ce lecteur,
qui était intégré dans votre site ou dans votre forum ou quoi, ou peu importe, en fait, il permettait d'attirer du trafic vers le site YouTube, parce que voilà, la version a sûrement changé, mais en bas de la vidéo YouTube, vous avez le petit logo de YouTube, et quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page de YouTube. Et de manière générale, voilà, ça permettait à plusieurs gens de s'inscrire, etc. Et ça leur a permis d'avoir une traction vraiment significative. C'est ce fait de pouvoir transférer le produit ailleurs, et que l'usage du produit fait que ça a permis de faire cet effet de bouche à oreille. Donc concrètement, là encore, on est sur une forme de referral, c'est pas du parrainage en tant que tel, mais c'est une forme de bouche à oreille. L'utilisation même du produit fait que ça vous permet d'obtenir plus de visibilité, et ça, c'est un des éléments clés qui a participé au succès de YouTube. LinkedIn maintenant, j'ai l'exemple de LinkedIn. Alors c'est assez amusant parce qu'ils ont été un peu trop loin en l'utilisation de celui-là, mais c'était bigrement efficace et finalement tellement simple quand on y pense. LinkedIn, c'est un réseau social, donc votre objectif, c'est d'être connecté avec les personnes professionnelles que vous connaissez. Et quel meilleur moyen a pu utiliser LinkedIn que d'utiliser votre carnet d'adresses? Quand vous vous inscrivez sur LinkedIn, on vous demande de synchroniser votre carnet d'adresses. Et une fois que vous faites ça, ça invite l'ensemble des contacts qui est dans votre carnet d'adresses, tous, sans exception. Ça les invite à utiliser, à utiliser LinkedIn. Et ça envoie une invitation à votre nom, en fait. Donc au début, ça surprenait un peu. Après, ça s'est calmé. Bon, je sais comme ça. Et là où LinkedIn a été un peu loin, c'est que effectivement, les gens étaient relativement OK pour partager leur carnet d'adresse et faire en sorte qu'une invitation soit envoyée. Par contre, les choses pour lesquelles LinkedIn s'est fait taper dessus, c'est que finalement, ils envoyaient des reminders, des alertes, des relances. Donc ils envoyaient 1 ou 2 ou 3 relances, je sais plus. Et clairement, ça devient très gênant quand une fois vous avez envoyé un mail qui était gênant, et que 2 fois, 3 fois par la suite, un autre mail est envoyé pour relancer. Alors si vous aviez invité quelqu'un que vous n'aviez pas envie d'inviter et que c'est une relance, ça devient très énervant. Et donc ça leur a valu un procès, et ils ont fait ça à l'amiable. Ça leur a coûté quelques dizaines de millions, il me semble. Mais entre guillemets, le mal était fait, c'est-à-dire que vous aviez la croissance, même si la croissance de LinkedIn a été relativement linéaire, on parle de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs maintenant, donc on peut dire que ça leur a très bien réussi. Donc maintenant, je vais vous donner l'exemple de Twitter. Twitter, alors il paraîtra peut-être pas aussi, aussi spectaculaire que les autres, mais le hack de Twitter, je l'aime bien parce que c'est pas un hack d'acquisition comme la majorité des hacks que j'ai présentés jusqu'à maintenant, ou de referral en tout cas, mais c'est un hack lié à la compréhension de leurs produits, et au fait que à partir du moment où on comprend comment les utilisateurs utilisent votre produit, on peut optimiser non pas l'acquisition mais l'activation, pour avoir plus de puissance, parce que finalement l'activation c'est peut-être l'un des éléments les plus importants quand il s'agit de growth et de growth hacking en général. Concrètement, l'idée c'était quoi? Un des data scientists chez Twitter s'est rendu compte que quand une personne avait followé environ 20 ou 30 personnes, elle est restée plus ou moins active à vie. Donc avec plus ou moins un grand niveau d'activité. Après, voilà, plus ou moins actif à vie, ça veut dire que voilà, des gens qui n'ont pas utilisé pendant quelques mois le réutilisent ensuite, mais de manière générale, les gens restent plus ou moins actifs. Quand vous avez ça, et quand vous savez ça, et que vous savez que le fait de suivre les gens, c'est la cause, c'est la cause de les gens restent actifs, parce que tout simplement, ce qui va se passer, c'est que quand vous suivez plus de gens, vous avez des notifications. Quand vous suivez des gens, généralement vous suivez des gens qui vous intéressent, donc vous allez recevoir des notifications sur des sujets qui vous intéressent, donc ça vous incite à réutiliser le produit. Quand vous avez compris ça pour l'activation, ce que vous faites, et ce que Twitter a fait, c'est que vous forcez les utilisateurs à suivre ces 20 personnes. Vous dites, ok, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est le growth hacking, c'est le marketing, c'est le sport. Je sélectionne ces éléments-là. Ensuite, on vous propose des gens à suivre dans ces sujets-là. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous retrouvez à suivre 20 personnes au moins, ou 30 personnes, et vous allez recevoir des notifications sur des sujets qui vous intéressent. Et ensuite,
ça vous permet clairement d'être actif dans l'application et que vous l'ayez sur votre téléphone ou juste vous l'ayez juste installé sur votre PC, enfin, si vous êtes inscrit sur votre PC, vous allez continuer à utiliser l'application. Et quand ils ont découvert ça et qu'ils ont commencé à installer ça, ça leur a permis d'obtenir une croissance qui était vraiment fabuleuse. Et ça, un des éléments, et le deuxième élément, donc ce sera le 12e, c'était pas prévu au début, mais je vais quand même en parler, le high tempo testing. Donc quand ils ont implémenté dans leur process de croissance le fait de faire 10 tests par semaine plutôt que 2 tests par mois, là aussi, ça leur a permis d'obtenir une croissance fulgurante. Et clairement, quand ils avaient atteint un palier, ils avaient du mal à croître et ils ont utilisé ça, ils ont quasiment doublé leur croissance. Donc c'était vraiment, vraiment phénoménal la différence. Et quand vous êtes déjà à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs et que vous arrivez à multiplier par presque 2 votre croissance, bah, vous pouvez obtenir plusieurs centaines de millions d'utilisateurs assez facilement. Donc ça, c'était les 2 éléments pour Twitter. PayPal. Donc PayPal, je l'aime bien, il est un peu vicieux lui aussi, il me fait penser à celui d'Airbnb. PayPal, donc au tout début, PayPal, ça appartient pas à eBay. PayPal, donc, il me semble que ça existait avant X. Enfin, donc PayPal, c'est pas cofondé par Elon Musk, je crois pas. Je crois que c'est un rachat entre Elon Musk, une fusion entre PayPal et X.com. Mais toujours est-il que PayPal, c'est un site indépendant qui fait en sorte que, c'est pas vraiment une banque encore à l'époque, mais en tout cas, ça vous permet de payer en ligne. Et PayPal, à l'époque, personne connaît. Hein. Je me souviens en France, quand c'est arrivé, c'était, on savait pas trop, est-ce qu'on fait confiance, on sait pas, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été, comme ils savaient qu'il y avait une bonne appétence, ils avaient remarqué que les gens étaient davantage enclins à utiliser PayPal sur un site comme eBay. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont focalisé leurs efforts sur eBay. Et ce qu'ils ont fait, ça va être tout simplement de contacter les vendeurs sur eBay et leur dire « Votre objet m'intéresse, par contre je ne peux le payer qu'avec PayPal. Donc si vous voulez, je vous paye, mais vous vous inscrivez à PayPal. » Et ce qui va se passer, c'est que les gens disent « Ah oui, j'ai envie de vendre mon objet, je vais installer PayPal, enfin je vais m'inscrire à PayPal, et comme ça on pourra faire une transaction sur le site. » Et la magie, elle est là, c'est-à-dire que l'utilisateur derrière, il sera passé à autre chose, etc. Il n'y aura pas de PayPal. Mais entre guillemets, le mal est fait. La personne qui avait vendu son objet a installé PayPal. Et la prochaine fois qu'on lui proposera PayPal, ça fonctionnera. Et eBay qui s'est rendu compte que... Alors je sais pas exactement, c'était il y a longtemps, donc je me souviens pas trop. J'ai pas trop retrouvé d'éléments là-dessus. Mais je sais pas si si eBay s'est rendu compte de la démarche. Toujours est-il qu'ils ont vraiment mesuré l'impact qu'avait la mise à disposition de PayPal sur les ventes. Ça permettait de déclencher des ventes facilement. Donc ils ont tout simplement décidé de racheter pour quelques milliards PayPal. C'est entre 1 et 2 milliards, je crois. Et on sait que le début ça a fait. Et d'ailleurs ça a créé la fameuse mafia PayPal. Donc tous ces personnes qui ont travaillé, qui étaient au début de PayPal et qui ont fait plusieurs centaines de millions ou dizaines de millions lors du rachat de PayPal par eBay, notamment Elon Musk, le fondateur de LinkedIn, Hoffman Reed, je crois. Enfin voilà, toutes ces personnes-là, ça a créé une vraie mafia qui a fait plein de boîtes à succès par la suite. Donc voilà, c'était un de leurs hacks et je dirais qu'il était vraiment pas mal. Et cette vidéo est un peu longue, mais elle est vraiment intéressante à plusieurs aspects, donc je vais continuer avec le dernier. Et le dernier, donc quand j'ai fait ce travail de coaching et de training avec Sean Ellis, on avait une problématique d'activation chez Mailbird et il m'a donné un exemple de hack que lui il avait utilisé chez LogMeIn. Donc LogMeIn, c'est une des premières boîtes dans lesquelles il travaillait et qu'il a réussi à mener. Il était pas fondateur, il était en charge, c'était le responsable du marketing, mais ils ont fait en général plusieurs millions, ils ont vendu, la boîte a été introduite en bourse pour plusieurs milliards, il me semble, ou plusieurs centaines de millions au moins. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils étaient à un stade où ils avaient environ 1000 inscriptions par jour, ce qui est pas mal, mais et comment dire, ils n'arrivaient pas à convertir ces utilisateurs, en utilisateurs payants. Les gens s'inscrivaient, éventuellement installer l'application, mais ensuite ça ne servait pas. Et le hack, finalement, ça va être
toute la procédure qu'ils ont, tout le processus qu'ils ont mis en place pour se rendre compte de pourquoi les gens ne l'installaient pas et comment ils ont pu multiplier par 10 l'activation. Donc concrètement, admettons, je vais arrondir les chiffres, mais on passe de 100 personnes s'inscrivent, parce que le processus c'était inscription, installation, utilisation. Donc 100 personnes s'inscrivent, peut-être que 5 ou 10 l'utilisent, enfin, pardon, l'installent, et que 2 ou 3 l'utilisent. On était à ce stade-là, ils avaient un drop énorme et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement, mais finalement c'est tout bête, hein, mais c'est ce qu'on demande toujours de faire, ils ont demandé à leurs utilisateurs, les gens qui s'étaient inscrits mais qui n'avaient pas installé, mais pourquoi vous ne l'avez pas installé? Et un des éléments qu'ils ont obtenu, c'était de dire, on leur a dit, j'arrive pas à croire que Logmin est gratuit. Et effectivement, c'était un logiciel plutôt sympa qui vous permettait de vous connecter à d'autres PC, c'était gratuit, il y avait une version gratuite. Les gens ne croyaient pas au fait que c'était gratuit. Et donc, le simple fait de savoir ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont totalement repensé leur expérience au début, et ils ont, comment dire, ils ont permis à ce que, ils ont refait leur première expérience utilisateur au démarrage, et je crois qu'un des éléments du changement, c'était de dire, vous choisissez entre la version payante ou gratuite, même si le produit est le même, vous dites ça c'est la version gratuite, ça c'est la version payante, et vous sélectionnez lequel produit vous voulez, même si fondamentalement le produit derrière est le même. Mais ce petit hack là, ça a permis de débloquer dans l'esprit des gens le fait que effectivement Logmin c'est gratuit. Et quand ils ont fait ça, entre autres choses, ils ont multiplié par 10 leur taux d'activation. Donc c'est-à-dire le ratio du nombre de personnes qui utilisent le produit effectivement sur le nombre de personnes qui l'installent, enfin qui s'inscrivaient tout démarche, donc qui donnaient leur adresse email. Et le fait de multiplier par 10, on pourrait se dire, bon bah ok, c'est plus d'utilisateurs, mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça a une incidence incroyable sur l'acquisition. Ensuite, pourquoi? Parce que si admettons, 1000 personnes installent une application, 100 personnes installent l'application, 10 personnes l'utilisent et qu'une seule personne paye, si vous avez ça, il faut dépenser énormément d'argent pour pouvoir avoir une acquisition incroyable, et surtout c'est peu rentable. Donc c'est-à-dire que si vous vous focalisez sur les seules personnes qui sont rentables, vous êtes très limité dans votre budget. C'est-à-dire que peut-être qu'ils trouveront, sur ces 1 pour 1000, ils trouveront peut-être 50 personnes par mois à payer pour le produit parce qu'ils ont trouvé un segment qui était rentable pour ça. Mais si vous multipliez ce chiffre par 10 et que c'est plus 1000 inscriptions, 10 qui payent, enfin si c'est plus 1000 pour 1 mais 10 pour 1000, ce qui va se passer c'est que vous avez peut-être potentiellement multiplié par 10 votre capacité d'acquisition de clients, et vous pouvez dépenser beaucoup plus d'argent pour l'acquisition tout en restant rentable. Et c'est là où c'est génial, c'est-à-dire que ce petit changement dans l'activation, c'est un gros changement en l'occurrence, mais ce changement dans l'activation vous permet d'utiliser des manières tout à fait lambda, c'est-à-dire de l'acquisition payante notamment, et c'est ce qu'ils faisaient chez eux, c'est-à-dire que je crois que de mémoire, ils avaient la possibilité de dépenser 10 000 $, et ils ne pouvaient pas aller au-delà, sinon c'était pas rentable. Par 10, la possibilité de dépenser l'argent qu'être capable de dépenser pour acquérir un client, ça leur a permis de toucher énormément plus de monde, et du coup ils ont pu dépenser, tout en restant rentable, 1 million de $. Au lieu de 10 000, ils sont passés à 1 million. Et vous n'avez pas besoin d'inventer un hack incroyable pour aller voler des utilisateurs à un autre réseau social ou quoi. Là, on utilise de l'acquisition payante traditionnelle. Mais si vous avez des coûts d'acquisition qui sont 10 fois moins chers finalement, d'un seul coup, ça vous permet de dépenser beaucoup plus et d'être rentable. Et le hack de Logmin, je pense que pour le coup, c'est un des plus... je trouve que c'est un des plus subtils parce que il permet de mettre en évidence clairement que le growth hacking, c'est pas seulement je vais chercher des utilisateurs qui n'ont rien demandé, etc. Je vais les récupérer à droite à gauche de manière gratuite. Non, c'est simplement j'optimise tout un ensemble et ensuite je dépense. Si je découvre un moyen qui me permet d'améliorer mon activation et que je la multiplie par 10 et que du coup ça me permet de faire des campagnes AdWords très rentables pour un budget beaucoup plus conséquent, tant mieux. Il n'y a pas de honte à utiliser AdWords comme quand on est un growth hacker, c'est pas la question. La question, c'est d'être capable de créer de la croissance par tous les moyens possibles. Et le moyen que Sean Ellis a utilisé pour Logmin était vraiment intéressant. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle était un peu plus longue aujourd'hui, mais voilà, je voulais présenter ça. Et je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!